Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Azra, je fais partie d'une compagnie de spectacles vivants et sur lesquels on travaille beaucoup autour des relations art-sciences qui s'appelle Organic Orchestra, dont je suis directeur artistique depuis une quinzaine d'années maintenant. Moi je suis beatboxer, mon premier métier c'est de faire de la musique avec la bouche. Et puis petit à petit, à travers les années, je me suis mis au contact de geeks à designer, imaginer tout un tas d'outils pour le spectacle vivant, pour contrôler du son, de la lumière, de la vidéo. Dans un esprit des premières années qui était très technophile, et puis dans les dernières années qui est de plus en plus critique, et à chercher un peu des alternatives, tout en gardant ce que je trouve chouette à l'intérieur de ce que nous permettent les outils contemporains en termes d'écriture artistique. Mais du coup, ça nous a amené au sein de la compagnie, notamment depuis 2018, à travailler sur un spectacle qui s'appelle Oniri, sur lequel on a essayé de garder nos pratiques artistiques tout en étant plus sobre à la fois sur les modes de tournée, sur les outils qu'on utilise et puis toute la réflexion qui va avec sur nos manières de produire le spectacle et nos relations avec l'écosystème. Voilà. Du coup, avant d'aller plus loin, je vous propose un extrait, une petite vidéo. Vous allez être les tout premiers à voir ça. Elle est à peine finie, mais voilà, ça va vous donner une idée un peu d'ensemble de ce qu'est ce spectacle Oniri. On est dans un milieu hostile. L'air est sec, aride. La sécheresse, le vent. Ces conditions permettent d'aller à l'essentiel, de ne pas laisser d'énergie dans le superficiel. Ça permet de ne pas inverser les rôles. La Terre ne nous appartient pas, mais moi j'appartiens à la Terre. Je le prends comme une chance. On crée des petites habitations qui n'appartiennent à personne. Au moment où on les habite, on sait que c'est temporaire, que c'est provisoire. On repart dans une certaine forme de transhumance. C'est compliqué de faire utopie avec les autres. Parce qu'une utopie, c'est le désir de chacun qui s'exprime. Il faut que ces désirs-là fassent des compromis avec ceux des autres. Enfin, ce qui me plaît, c'est d'être dans une résistance. 2070. Nous avons embarqué pour l'archipel fantastique d'Oniri. Nous avons rencontré des habitantes et habitants en pleine élaboration d'une myriade de cités, sur et sous l'eau, au cœur du désert ou de la forêt. Les histoires qu'ils nous ont confiées sont les traces de nos rêves futurs. Le voyage vers Oniri a débuté il y a 4 ans, avec le désir commun d'imaginer notre futur avec poésie et espoir, à travers un spectacle hybride qui se joue en autonomie d'énergie et qui se transporte à vélo. Nous avons travaillé à devenir plus sobres, plus légers et plus mobiles. Il nous fallait tout fabriquer, nos outils de lumière, d'image et de son, notre scénographie, les logiciels adaptés à nos pratiques, l'empignon et le grand méchant loup, mais aussi nos remorques qui portaient tout ce matériel. Il nous fallait réduire la consommation du spectacle, électrifier nos vélos, capter et stocker assez d'énergie pour jouer chaque soir. Après une tournée à la voile, 3 années de tournée à vélo, le spectacle consomme environ 600 Wh, l'équivalent de 10 minutes de climatisation. Il peut se jouer partout et l'ensemble du dispositif est libre et documenté afin qu'il puisse être expérimenté et amélioré par d'autres. Sur le chemin, nous avons été accompagnés par un magnifique équipage
composée de geeks, bricoleurs, ingénieuses et poètes. Ce film est une occasion de les remercier. Ainsi que les salles de spectacle, les associations, les communes, qui se sont défiées à inventer avec nous des parcours de territoire, en acceptant un temps et une échelle nouvelles dans le milieu du spectacle vivant. À la tombée de la nuit, en plein air, le spectacle s'installe dans des lieux insolites, sous les arbres, au pied des immeubles, sur des parkings, dans des jardins, sur des quais. Et soudain, les temps se confondent. Et Oniry s'incarne. La mer a monté. La terre est devenue plus étroite. En même temps, l'horizon est devenu plus large, plus ouvert. Il y a plein de nouvelles vagues partout. Des vagues qu'on connaissait pas. On a l'impression d'être quelque chose de solide, mais en fait, on n'est qu'une vibration. On n'est qu'une fréquence. Donc, comme vous l'avez compris, Oniry, c'est un essai prospectif. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle du design fiction. On a essayé de se projeter dans 50 ans. Et surtout, on a pris à partie plein de gens. Juliette, qui est documentariste, a mené des entretiens. Et les paroles que vous entendez, à part sa voix là, qui est plus descriptive, mais sinon, ce sont des gens qui se sont prêtés au jeu pendant un entretien d'1 heure ou deux, de parler au présent, dans 50 ans, avec une vision la plus positive possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce qui est même le plus difficile à faire, en fait. Et du coup, on a monté un répertoire musical et vidéo où on fabrique tout en direct. Alex a un studio de tournage sur scène. Moi, j'ai un looper qui s'appelle le Grand Méchant Loop, dont je parlerai un peu plus tard, qui est un looper qu'on a développé sur ordi, qui me permet de pouvoir manipuler et mixer des flux audio en direct comme ça. Et puis il y a donc Paul qui s'occupe de la lumière. Je vais revenir aussi un petit peu là-dessus après. Et en fait, dans cette quête de raconter un futur possible et désirable, l'idée, ça a été aussi pour nous d'essayer de nous plonger dans un contexte assez différent. Un contexte dans lequel la sobriété devient une nécessité, quoi, en fait, et de réussir à voir comment est-ce qu'on continue à faire du spectacle vivant, même avec très peu d'énergie, et en dehors des cadres de spectacle habituels, en tout cas en dehors des lieux, hors les murs. Ça nous a amené, dans un premier temps, à faire une tournée à la voile en 2018, comme elle disait. À ce moment-là, on n'était pas encore autonome en énergie. On a juste essayé de réduire la quantité de matériel qu'on devait emmener pour pouvoir monter sur un petit voilier et faire nos dates avec tout de même notre système son, lumière, vidéo, etc. Et dans un deuxième temps, quand on est revenu à terre et qu'on a eu envie de pouvoir continuer à terre, donc avec les vélos, là, on a réfléchi davantage à essayer d'optimiser au maximum notamment la consommation électrique nécessaire pour faire tourner l'ensemble du dispositif, instruments et outils de diffusion. Avec un pari qui était de faire un spectacle d'1 heure à moins d'1 kWh. Donc l'équivalent d'une bouilloire, un four à 200 degrés, ou comme Juliette le disait tout à l'heure, une dizaine de minutes de climatisation, quoi. Là-dessus, alors je vais revenir un petit peu sur le processus pour ça un tout petit peu plus tard. Mais en tout cas, les enjeux de sobriété, ça a d'abord été pas mal de calculs, faire le tour de l'ensemble
nos dispositifs, voir ce qu'on pouvait abandonner ou ce qu'on voulait, on était prêt à abandonner, et puis autour des endroits dans lesquels on avait envie de pouvoir continuer à travailler de cette manière-là. Par exemple, moi, je me sers de ce logiciel qui s'appelle Le Grand Méchant Loup. J'ai besoin d'un ordinateur qui n'a pas des performances incroyables, mais ça reste un ordinateur. Et du coup, pour moi, cet outil-là devait avoir sa place, en tout cas dans l'écriture du spectacle qu'on a pondu là. Les endroits dans lesquels on a pas mal pu transformer en fait, les histoires de consommation, ça a été notamment la lumière. Au début, on travaillait tout en incandescence avec des ampoules, même si c'était des petites ampoules, ça restait tout un tas de radiateurs, quoi. Et on est passé de plusieurs kilowattheures en lumière à seulement 30 Wh en créant un dispositif qui s'appelle Lampignon, qui sont des petites boîtes avec un ESP32, quoi, un Arduino en gros, des petits dimmers en 12 volts, et puis qui se commandent en l'occurrence en OSC ou en MIDI, dans différents protocoles. Après, c'est assez facile de communiquer avec. Et du coup, on est passé de dimmers de gradateurs un peu classiques en 220 à ces dimmers basse tension. Et ça nous a permis de faire fondre très radicalement la conso du spectacle. Là-dessus, ça a été important pour nous, par exemple, de fabriquer et puis d'acheter du matériel qui était neuf. Mais il y a des endroits dans lesquels ça n'avait pas de sens. Même si c'est des machines qui consomment pas mal d'énergie en live, quoi. L'idée, comme vous le savez sans doute, c'est que le plus gros de l'énergie nécessaire dans la vie d'une machine, c'est avant même qu'on l'obtienne, quoi. Ce qu'on appelle l'énergie grise. Et un ordinateur, il faut un paquet d'années d'usage, un paquet d'heures d'usage avant que cette énergie grise elle soit amortie, en comparaison à l'énergie qu'on utilise en direct, quoi, quand on se branche sur la prise. Du coup, on a fait le choix de garder nos ordinateurs, par exemple, depuis ces 4 ans de tournée. Alors, il y en a qui commencent à tirer un peu la tronche maintenant dans les ordis, là, mais voilà, ça fait partie du truc. On essaie de pousser le truc au maximum. Sur le vidéoprojecteur, par exemple, on a fait aussi le choix d'un achat, parce qu'en termes de techno, il y avait des trucs qui étaient tellement radicalement moins consommateur d'énergie, et du coup on est passé d'un VP à plusieurs centaines de watts à un VP laser grand angle avec une grosse luminosité qui consomme aussi assez peu en fait, quoi, d'une célèbre marque chinoise, voilà. Et du coup en fait petit à petit, en optimisant l'ensemble de notre chaîne comme ça, on a réussi à obtenir un spectacle maintenant qui consomme, comme Juliette le disait tout à l'heure, 600 Wh. On va pouvoir réussir encore à optimiser, mais il y a des histoires de confort de travail aussi qui sont assez importants. Par exemple, aujourd'hui, on a 4 ordinateurs qui tournent. Et ça, c'est notre principale demande de ressources aujourd'hui. Et sans doute que l'optimisation future, ça va être de réussir, soit pour certains de ces ordinateurs, à passer sur des micro-ordis, type Raspberry. En l'occurrence, l'ordinateur qui contrôle la lumière aujourd'hui n'a pas besoin du tout d'être plus gourmand qu'un Raspberry. Donc ça fait partie des prochaines étapes. Et puis, sans doute, rassembler les fonctionnalités de 2 autres. Voilà. Et on pourrait ne tourner plus qu'avec 2 ordi et demi, quoi, en gros. Voilà, ça ce serait... Et en gros, comme c'est 70 Wh par ordi, ça nous permettrait de faire encore un gap de 150 Wh, en gros, quoi. Bon, voilà, je suis rentré assez vite dans les histoires, dans les histoires électriques, mais en tout cas, ça a été un enjeu technique assez important pour nous sur tout le développement de cette création-là. Et puis, on n'est pas au bout, quoi. Il y a encore pas mal de boulot à faire dans ce sens-là. Notamment, j'en parlais rapidement tout à l'heure, on a développé depuis 2008 des logiciels pour pouvoir faire de la boucle. Au début, c'était des hacks de logiciels fort connus, genre Ableton Live et ce genre de trucs. Avant même qu'il y ait Max for Live, par exemple, on s'amusait à détourner les fonctionnalités de ces logiciels-là en faisant des hacks un peu plus ou moins élégants. Mais en tout cas, ça nous permettait de pouvoir faire de la boucle sans avoir de pédalier, etc. Et puis après, à partir de 2011, on s'est mis à développer nos propres logiciels, quoi. Et en l'occurrence, Le Grand Méchant Loup, dont j'ai parlé tout à l'heure, est un logiciel que vous pouvez télécharger, qui est libre sur le site de la compagnie, organic-orchestra.com. Vous allez trouver la documentation des différents outils dont je parle aujourd'hui, et puis vous pourrez télécharger, par exemple, ce soft-là, qui est dédié vraiment à la perf, qui est fait
pour manipuler du son, de la matière sonore en direct. Alors moi, je m'en sers surtout pour le fonctionnement de looper, mais en fait, finalement, c'est tu rentres des VST, des choses comme ça, et tu peux mixer du son, des flux de son qui rentrent, quoi. Et on a fait en sorte que ce logiciel soit le moins gourmand possible. Une des limites que j'avais à utiliser des logiciels comme Ableton, par exemple, avant, c'est que c'est des logiciels qui sont faits pour tout faire, et en fait, c'est pas mal gourmand, et on se retrouve finalement à la course, justement, au dernier ordinateur, un peu tous les 3 ans. Et un des enjeux pour nous, c'était d'une que ce soft-là soit libre, qu'il soit cross-platform, qui tourne sur Mac, sur Linux et sur Windows. On le fait tourner sur des rasps. Aujourd'hui, c'est un peu limité pour moi à cause des effets que j'utilise. Un rasp ne me permet pas de manipuler l'ensemble des effets. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir quand même des ordinateurs qui ne sont pas si puissants que ça et de pouvoir essayer de les garder le plus longtemps possible. Je vais essayer de reprendre un tout petit peu de hauteur sur le projet. Il y a tous ces aspects techniques qui ont été beaucoup de temps, j'ai envie de dire plus de temps que le temps artistique, en fait, parce que réussir à créer nos outils de diffusion, là, ça demandait un temps remarquable qui n'est pas très soutenu institutionnellement. C'est pas à cet endroit-là qu'il y a en fait des subventions, donc ça veut dire beaucoup d'huile de coude, beaucoup de copains, de collaborateurs, de partenaires qui nous ont accompagnés pour réussir à créer ces dispositifs-là. Mais l'autre enjeu qui a été important pour nous, ça a été d'essayer de se déplacer aussi dans nos modes de tournée. Donc moi, je viens plutôt d'un réseau de musique actuelle. Ça fait bientôt une vingtaine d'années que je fais ce métier. Je me suis retrouvé à tourner dans des projets extrêmement différents les uns des autres, et jusqu'à partir au Japon pour 48 heures, enfin, voilà, des choses comme ça qui ont été des expériences super. Hein. Je suis très content d'avoir pu vivre les nuits japonaises, etc. Mais qui, avec quelques années de recul, n'ont pas beaucoup de sens. En tout cas, pas de cette manière-là, quoi. J'aimerais beaucoup pouvoir retourner au Japon un jour dans ma vie, mais pas pour 48 heures. Et du coup, à pousser cette réflexion, on s'est demandé quelles pouvaient être, en tout cas, les différentes modalités de tournée. Et ce qui nous a semblé évident, c'était qu'il fallait se déplacer sur des temps plus longs, arrêter les one-shots, en fait, quoi. Et plutôt créer des séries et essayer. Alors c'est vachement plus dur, hein. Ça veut dire que les partenaires en phase de diffusion sont pas mal engagés, en fait, à un moment donné, pour pouvoir faire des tournées qui sont de minimum 3 dates, mais en fait qui vont jusqu'à 10 dates parfois sur un même territoire. Et du coup, on a essayé d'emprunter le plus possible de mobilité douce. Donc je racontais tout à l'heure l'histoire de notre tournée à la voile. C'est une tournée qui a duré 1 mois entre Brest et Nantes, dans les îles du Ponant, les îles de Bretagne, quoi. Et du coup, c'était une expérience incroyable pour nous, pour tout le monde, en fait, les publics, enfin tous les gens qui sont passés par là. C'est une grande qualité d'expérience. Maintenant, c'est franchement laborieux de monter des tournées à la voile parce qu'on est dans des temporalités qui se distendent énormément. Respecter des horaires un peu exigeantes à la voile, c'est pas vraiment possible, en fait. Enfin, c'est très compliqué. Et puis c'est hyper engageant, en fait, quotidiennement de tourner à la voile. Alors moi, j'ai pas mis ça de côté, hein. J'ai toujours en tête de pouvoir recommencer ce genre d'expérience. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a pas mal d'autres équipes artistiques en France et ailleurs qui font ce genre de choses. Il y a un réseau qui s'appelle l'Intergalactique des bateaux spectacles, qui existe depuis 5 ans peut-être, qui s'est formé à l'occasion d'un festival qui s'appelait les Intergalactiques à Locmiquélic, près de Lorient. Et il y a eu une deuxième édition d'un festival un peu proche, un peu avec les mêmes équipes, qui s'appelait le Splash Festival à Châteaulin, dans le Finistère, cette année. Et du coup, non seulement il y a des expériences un peu chouettes comme ça, mais il y a une trentaine, en fait, de bateaux spectacles comme ça qui sont identifiés aujourd'hui, en tout cas en France. Et beaucoup d'amateurs, un petit peu de pros. En tout cas, ça grandit. Des projets très très divers les uns des autres. Et surtout, il y a une volonté de tisser du réseau, en fait, d'échanger autour des pratiques, autour les modalités, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on organise une tournée comme ça, etc. Et puis, alors, il y a ce réseau-là, il y a
quand on a commencé à faire de la tournée à vélo, on a été confronté à d'autres problématiques, des problématiques de distance extrêmement courtes quand même. Enfin, 30 bornes entre deux dates, ça reste très court dans l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui. Mais du coup, on tient bon depuis 3 ans et ça a été vraiment chouette parce que les 2 années de Covid, par exemple, en 2020 et 2021, on a fait environ 70 dates, ce qui était juste exceptionnel dans le contexte là, parce qu'on jouait une petite forme en extérieur, qu'on a eu quasiment pas d'annulation, sauf dans les périodes dans lesquelles il n'y avait juste aucun spectacle. Mais dès que les spectacles ont pu être réautorisés, nous on a pu jouer, et même on a eu un petit peu plus de dates que prévu. On ne s'attendait pas à ce que les enjeux de résilience qu'on soulevait pendant 50 ans prennent du sens aussi vite, en fait. Mais voilà, on est super content que ça ait pu se transformer comme ça. Maintenant, il faut du temps, faut vachement de temps pour s'organiser quand on fait ce genre de truc. C'est organiser des dates 1 an et demi à l'avance. Et puis c'est des modèles économiques qui sont fragiles, qui tiennent aussi beaucoup au fait que aujourd'hui, on a la chance, à travers l'exception culturelle française, d'avoir des lieux qui sont subventionnés pour faire des trucs qui ne rapportent pas forcément de sous, et qui sont là pour faire l'éducation populaire, faire vivre des expériences aux gens, partager, etc. Et en fait, du coup, c'est aussi ça qui nous permet de pouvoir tourner avec des formes comme celle-ci, qui s'adressent à des petites jauges. Et voilà. En tout cas, ces démarches, en tout cas de tourner en mobilité douce, sont en train de prendre une ampleur assez costaud. Donc là-dessus, il y a un autre réseau qui est en train de se former. Il y en a 2 en fait. Il y a un collectif qui s'appelle La Poursuite, qui est à l'initiative de gens qui sont en Rhône-Alpes, Théo et Fanny, qui ont rassemblé des différents artistes qui tournent à vélo, plutôt musicaux, mais pas que. Il y a un peu de théâtre, il y a un mec qui fait du stand-up, il y a des gens un peu différents. Et plus largement, il y a un réseau qui est né l'année dernière qui s'appelle Armodo, qui est autour des spectacles à mobilité douce. Et il y a eu 3 rencontres. Alors, on va dire, c'est plus que national, c'est international, parce qu'il y a pas mal de Belges en fait qui sont mouillés dans l'histoire. Et ça s'est passé du côté de Gap, dans le Finistère, et je ne sais plus dans quel autre coin de la France. Et l'idée, c'est que tous les 6 mois, en gros, des gens qui tournent à vélo, à la voile, certains en pédalo, en âne, à pied, puissent se réunir et partager autour de l'ensemble des problématiques et techniques institutionnelles, de relations au public, d'écriture artistique que permettent ce genre de projet, etc. Voilà. J'aurais encore beaucoup de trucs à dire. Bientôt, je pense que ça peut être intéressant quand même que je vous renvoie la parole, dans le sens où il y a pas mal de directions différentes sur lesquelles moi je peux avancer, mais ça m'intéresse aussi, comme on n'est pas très nombreux, d'avoir vos questions et de pouvoir interagir. Voilà. Moi j'ai une petite question, c'est juste, vous avez parlé du coup que pour monter ce projet, ce projet, vous avez rencontré des geeks, enfin en tout cas des gens passionnés là-dedans. Question toute simple, c'est comment est-ce que vous avez été amené à les rencontrer? Est-ce que vous aviez envie de développer ce projet, vous avez cherché autour de vous si vous aviez des connaissances ou alors via, je sais pas, des meet-up ou des réseaux sociaux, si vous voyez des sites de passionnés ou ce genre de choses. Voilà. Chouette. Les gens avec qui je bosse, ça dépend des créas, mais en fait, il y a quand même un réseau, justement, on les appelle affectueusement les geeks du spectacle, hein, il y a pas mal de gens avec qui je collabore, qui sont des gens avec qui j'étais à la fac, en fait. On était dans une petite unité à Marne-la-Vallée, dans laquelle il y avait son, image et multimédia. Alors, c'était à Céris à l'époque, c'était vraiment au bout. L'unité dans laquelle j'étais a duré 5 ans, c'est mort depuis. La formation par laquelle je suis passé n'existe plus. Elle a été absorbée par un truc autour du son qui est proche de lumière, en fait, maintenant, qui est plutôt de la musicologie.
Ah, ok. Yes. Et du coup, il y avait une autre formation à Nantes qui s'appelle IMAC, des ingénieurs multimédia. Et certains des premiers développeurs avec lesquels j'ai bossé dans les spectacles qu'on a créés en 2008, 2011, etc., Bionic Orchestra notamment, la série des Bionic Orchestra, c'était des copains de fac. Et puis, au fur et à mesure des représentations, des résidences, etc., j'ai aussi connecté avec tout un tas d'autres gens. Par exemple, il y a des réseaux aujourd'hui comme alors du côté de Stéréolux, par exemple, ça brasse pas mal à Nantes, ça brasse pas mal de geeks du spectacle, mais il y a aussi du côté de Grenoble, moi j'ai beaucoup travaillé avec un lieu qui s'appelle l'Atelier Art Science, qui est initié par une scène nationale qui est l'Hexagone, qui organise par exemple un événement biennal qui s'appelle Experimenta, qui est un salon autour des relations arts et sciences. Et il y a pas mal de développeurs que j'ai pu rencontrer dans ce contexte-là, ou à Lyon, à Lyon, il y a un gros vivier aussi, notamment autour d'une structure qui s'appelle AADN. Voilà, au fur et à mesure de la route, j'ai pu rencontrer comme ça des gens. Souvent, c'est des gens qui avaient encore pas mal de niaque parce qu'ils sortaient des études. Alors après, au travers des années, en fait, c'est quand même assez dur. Les vieux geeks du spectacle, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, voilà, c'est surtout des gens rencontrés au fur et à mesure de la route, assez spontanément, avec lesquels j'ai pu collaborer, quoi. Ouais. Bonjour. J'avais une question un peu technique concernant la lumière. Je voulais savoir si, quand vous avez fabriqué les projecteurs ou les objets qui produisaient de la lumière, vous avez choisi de fabriquer des objets utiles et polyvalents, ou plutôt des choses dédiées à un effet dans le spectacle? Alors, je peux peut-être montrer, si j'ai encore accès au dossier qui est juste là. Je dois avoir ici... Est-ce que ça marche si je fais directement... Non, si. Alors, on voit un peu nos pop-up. Là, on voit une partie des luminaires, là, par exemple, dont on sert, c'est des ampoules à filament LED 12 volts. Et certains objets... alors, on a toujours cette problématique hyper exigeante du packing, quoi. Il faut toutes les lumières... et les onduleurs électriques tiennent dans une seule remorque. Chacune des remorques sont des remorques sur lesquelles on est parti de la contrainte d'une valise SNCF qui doit faire 70 par 55 par 35. Et à l'intérieur de ça devait tenir l'ensemble de nos outils de diffusion et nos instruments. Et du coup, ça fait vraiment pas beaucoup. L'objectif de ça étant que sur les grandes distances, de pouvoir monter dans le train, puis ensuite de tourner à vélo sur les territoires dans lesquels on va. On s'est confronté à un problème là-dessus, c'est qu'on n'a pas le droit de monter avec autant de poids dans les trains, donc on a bien fait notre travail de tout designer comme il fallait, mais en fait on n'a pas le droit. Alors ça ne nous a pas empêché de le faire, mais de manière très occasionnelle. Seulement ça a déjà été un moment de discussion sur le quai avec le contrôleur avant de pouvoir monter dans le train. Il a fallu convaincre un peu. Et ça a été chouette de tomber sur des gens compréhensifs. Parce qu'en fait, voilà, on ne peut pas. Normalement, on ne peut pas. La SNCF ne prévoit pas ce genre de choses. Et la deuxième chose qui est assez compliquée, sur laquelle on ne nous a pas embêtés, mais on pourrait nous embêter, c'est qu'on balade des grosses batteries quand même. Là. C'est des batteries d'1 kWh. C'est des batteries de vélo à assistance électrique. En fait, c'est les batteries de nos vélos qui nous permettent de jouer le spectacle le soir. On les recharge avec des petits panneaux solaires dans la journée. Voilà. Mais ça reste... On a chacun notre vélo, donc en fait, on a 4 batteries comme ça. Et en fait, on n'est pas censé monter avec ce genre de petites bombes à l'intérieur d'un train. Pour revenir à la lumière, donc là on a fait, tant qu'on a pu, des objets qui sont à la fois des objets un peu esthétiques, mais qui servent aussi à nous éclairer. Et en fait, on a 12 sources lumineuses. On s'est fabriqué des petites découpes. On en a 5 qui ressemblent à ça, qui n'ont pas que vocation à nous éclairer, mais aussi des petits objets scénographiques. Voilà, et c'est surtout, en tout cas, on s'est limité déjà à ces 2 usages-là, essayer de faire en sorte que l'ensemble soit plutôt joli à voir, et puis que ça permette de nous voir, parce qu'on joue donc de nuit, comme il y a de la vidéo,
On commence à jouer à l'heure du coucher du soleil, donc il fait encore jour. Et puis le spectacle se déroule pendant la tombée de la nuit, comme ça. Et ouais, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Maintenant, ça me permet de rebondir, j'arrive juste après, ça me permet de rebondir sur un autre truc, c'est que Lampignon, voilà, ces petites cartes là dont je parlais, donc on a un équivalent d'Arduino là qui fonctionne, sur lequel on peut communiquer en Ethernet, un ESP32, des petits dimmers, 12 volts, et puis cette carte qu'on a designée pour pouvoir assez facilement brancher une alim, nos fils pour brancher nos lumières et tout. Ces outils Lampignon, on les a fait pour qu'ils puissent contrôler non seulement de la lumière, mais plein d'autres trucs en 12 volts, ou d'ailleurs en basse tension, parce qu'en fait, tout dépend de l'alimentation qu'on met derrière. Mais par exemple, on s'amuse dans un autre spectacle à contrôler des petits moteurs, des solénoïdes, des percuteurs, des choses qui nous permettent de pouvoir venir taper sur des objets comme cela. Alors, des solénoïdes, mais aussi d'autres types de moteurs, genre des servomoteurs, pour pouvoir donner des angles à des baguettes et venir taper sur des lames de xylophone, par exemple. De la LED adressable, pour pouvoir jouer avec des strips de lumière, etc. Voilà, du coup, c'est une petite boîte à contrôler des moteurs et des lumières de différents types. Voilà. Encore une fois, vous pouvez retrouver Lampignon, les plans et les codes sur le site de la compagnie si ça vous intéresse. Bonjour, du coup j'ai une petite question sur l'empreinte carbone. Est-ce que vous avez souhaité la pousser encore plus ? C'est-à-dire par exemple, vous avez parlé du projecteur qui venait de Chine, ce genre de choses. Est-ce que c'est l'objectif de la compagnie derrière de pousser encore plus sur les questions d'empreinte carbone, d'où viennent les composants, etc., électroniques, vos ampoules ? Ou alors c'est quelque chose qui aujourd'hui vous avez étudié mais c'est vraiment infaisable pour une question de coût, une question d'endroit où c'est fabriqué, etc. Alors, on a entamé d'essayer de travailler sur l'analyse de cycle de vie de l'ensemble du système d'Oniri. C'est un travail long et laborieux. Là, on a Tom, qui était en stage pendant quelques mois dans la compagnie, a commencé à faire un truc un peu grossier. Alors parfois pas en prenant l'objet en tant que tel, mais des infos sur un objet équivalent, etc. Il a commencé à faire un truc un peu grossier. Maintenant, faire une analyse de cycle de vie, c'est un gros boulot. On en a causé. L'idée serait peut-être d'intégrer quelqu'un dans l'équipe à un moment donné dont ce serait le taf, parce que c'est un taf vraiment conséquent. Par ailleurs, on n'a pas vraiment de... Alors moi, à travers ce spectacle-là, je suis devenu beaucoup plus familier avec l'échelle des waters. Ça, c'est une échelle sur laquelle je commence à avoir des représentations pas déconnantes. L'échelle de CO2, pas trop encore. L'échelle carbone, pas trop encore. J'ai pas de super notion de ça. Et on est tous un peu pareil. Hein. On voit bien notre billet de train qui fait je sais plus combien de CO2, mais en fait, on a assez peu d'échelle, comment dire, on a peu de relations, voilà, on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire. Moi, j'en suis pas encore là. Ce qu'on sait, en tout cas, nous, on rapporte plutôt à chaque fois dans nos réflexions aujourd'hui sur des rapports d'énergie, quoi. C'est vraiment plus sur des trucs d'énergie qu'on avance, et encore de conversion finalement électrique, parce que ce serait pas mal de faire ça en calories, par exemple. L'ensemble, ce serait peut-être une échelle plus intéressante, mais encore plus lointaine à manipuler. Parce que je pense que, moi je voyais la chose dans le fait où 600 Wh, effectivement, c'est pas grand-chose. Mais sur tout ce qui a été mis avant et après le spectacle, en fait, c'était là où je me posais la question, peut-être communiquer ou travailler dessus. Je sais, après, c'est pas du tout mon métier, c'est super ce que vous faites, mais j'essaie de voir en dehors, un peu comme on parle aujourd'hui des véhicules électriques, c'est un peu la même chose, où en fait, effectivement, on va consommer très peu d'électricité sur le spectacle, mais ce qui a été utilisé avant pour faire venir les composants, l'ordinateur, l'appareil photo, etc., c'est des sujets qui sont, où je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on les prenne tous et
enfin, je trouve ça super, mais dans la globalité, enfin, totalement du début à la fin. Et effectivement, l'analyse de cycle de vie, c'est complexe, mais je trouve ça. C'est bien si vous y avez pensé. Et effectivement, c'est un métier à part entière. Ouais. Mais j'aimerais beaucoup qu'on s'y penche à un moment donné. Ce que je sais, c'est que par rapport à une voiture électrique, ne serait-ce qu'en quantité de matière déployée, on est vraiment en dessous d'une voiture électrique. On est assez loin d'une voiture électrique. Et ouais, voilà. Mais par exemple, on s'est rendu compte en faisant on a accepté une date seule cet été, pour le festival de copains à nous. Mais on s'est dit, ok, on fait une seule date, mais par contre, on part de chez nous à vélo, quoi. Et on avait 230 bornes à faire. Et c'était un peu notre road trip de fin de tournée. Enfin, tout ça allait très bien. Ça rentrait pas dans un modèle économique pour nous qui était tout à fait rentable. Mais en tout cas, c'était une super expérience à faire. Et à 4, du coup, pendant nos 2 jours, 2 grosses journées de pédalage, de 2 jours et demi, on s'est rendu compte à la fin qu'on avait économisé, enfin, on avait ce qu'on avait consommé en énergie avec la captation de nos panneaux solaires qui rechargeaient nos batteries et qui nous ont permis d'avancer en assistance électrique un peu plus vite, l'équivalent de 7 km de voiture. Et du coup, ce qui était le bled d'à côté, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est des petites. On n'a pas l'analyse de cycle de vie, mais on a ce genre d'échelle, en tout cas, qui nous rassure sur le fait que c'est un bon endroit dans lequel travailler, quoi. Bonjour. En fait, ma question rejoignait un peu celle de mon prédécesseur, c'est-à-dire du coup, est-ce que la compagnie avait entamé un bilan carbone par rapport du coup à ce modèle de tournée, et de savoir, par rapport à la présentation, je voyais qu'il y avait quand même pas mal de dates, on va dire, à l'extérieur, hors les murs. Est-ce qu'il y avait une volonté complète de le faire hors les murs, ou qu'il y avait aussi une idée de présenter ça chez les gens et de voir avec eux quelle était la possibilité de faire en utilisant ce matériel-là, et de le coupler ou pas avec le fait de l'inclure chez des gens, c'est-à-dire en gros de dire on peut venir chez vous présenter ce spectacle en utilisant du coup votre consommation domestique, ce qui permettait un peu aussi de faire un pont sur l'objectif en fait de la tournée et de la présentation. Et donc voilà, du coup, de savoir s'il y avait eu un bilan carbone. Bon, du coup, j'ai entendu un peu la réponse. Et en tout cas, du coup, si ça restait sur un modèle économique uniquement hors les murs, ou s'il y avait une volonté de faire aussi un peu chez l'habitant, ou pas du tout. Alors, on a fait le choix au début de jouer surtout en extérieur pour des questions de poésie, en fait. Alors, ça nous est arrivé de jouer en salle. Mais quand c'est en intérieur, on essaie de voir avec les partenaires pour que ce soit dans des lieux atypiques surtout, quoi. Comme on n'a pas besoin d'être branché, etc., c'est toujours un peu dommage pour nous d'être dans une salle dans laquelle il y a du nucléaire un peu sur tous les murs, là. Et du coup, on aime, pour l'expérience avec les gens, beaucoup plus être sous des arbres, dans un parc, voilà, en pleine nature, dans une friche éventuellement, etc. Chez les gens, ça nous est arrivé pas mal de fois, en fait, surtout dans des fermes. Il y a ce réseau agriculturel, en fait, dans lequel Oniré a trouvé sa place un peu sur certaines des dates. Ouais, j'espère en tout cas qu'on va continuer à jouer dans des lieux. Enfin, moi, je continue dans des lieux atypiques, ouais, des lieux qui sont pas nécessairement des salles de spectacle. Maintenant, ouais, ça peut être partout, quoi. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Ouais. Si, en fait, c'était justement de savoir si, par exemple, typiquement dans une salle de spectacle, mais en restant complètement autonome, sans utiliser du coup l'environnement, et le matériel mis à disposition par la salle de spectacle, et du coup s'il y avait un bilan carbone qui était fait lié à ça, c'était du coup ça répond en fait un peu à ma question, c'est-à-dire que vous préférez en rester le plus autonome possible, et même si c'est être accueilli dans des salles, de ne pas utiliser leur matériel, de pas... Oui, alors, oui, et on s'est rendu compte assez vite que cycler nos batteries, c'est-à-dire les charger, les décharger, les charger, les décharger,
alors qu'elles ont une durée de vie relativement limitée, ça avait sans doute un coût écologique plus important que de se brancher sur le nucléaire. En tout cas, le coût du kilowattheure dans une batterie n'est pas le même que celui d'une infrastructure géante avec de l'électricité qui, de toute façon, circule par là. C'est-à-dire que si elle sert à rien, elle meurt, cette électricité. Et du coup, quelque part, s'il y a une prise à côté de nous, ça a plus de sens de se brancher à la prise. On a fait le choix quand même de rester un peu sur notre dogme de notre système, aussi parce que ça nous permet de continuer de le roder tout le temps, etc. Et puis symboliquement, il y a un truc qui est, voilà, qu'on a décidé de garder. Ouais. Ok, merci. J'ai 2 questions. Déjà, merci beaucoup, ça a l'air super intéressant ton projet, enfin, votre projet. La première, c'était sur du coup l'autonomie durant le spectacle. Elle est faite à la fois par les batteries et les personnes qui pédalent. On voit des personnes qui pédalent dans ta petite vidéo. Enfin, je te laisse répondre. Et la deuxième, c'était en lien avec ce que tu viens de dire. Est-ce que du coup, c'est adaptable à des projets un peu plus gros en termes de moyens techniques, je sais pas, parce que là, c'est un petit projet style art de rue, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, petit. Ouais. Ouais, mais 150 personnes de public, c'est un petit projet. Ouais, et est-ce que, je veux dire, avec tu penses que c'est réalisable aussi avec, je sais pas, une plus grosse jauge de public et donc des moyens plus conséquents en termes notamment de sonorisation et ou lumière, quoi. Alors oui, carrément. C'est tout à fait scalable. Alors les contraintes que nous on a choisi de pouvoir utopiquement rentrer dans le train, par exemple, non, sur du plus gros, j'aurais envie de dire que ça risque d'être compliqué, en tout cas avec cette volonté de faire de la vidéo, de la lumière, du son dans le même truc. Maintenant, il y a des gens comme Pikip, voilà, Sound System, qui ont développé des sound systems solaires un peu costauds. Il y a toute une équipe du côté de Bordeaux qui s'appelle le Slowfest, qu'on bossé sur des dispositifs aussi plus amples, quoi. Et puis, j'ai réentendu parler il y a pas mal de boîtes qui sont en train de bosser là-dessus, sur en tout cas des systèmes son autonomes. Le son, c'est pas le plus compliqué, hein. C'est même assez cool en fait. Avec les amplis numériques aujourd'hui, on a des niveaux de consommation qui sont assez faibles, et faire de la puissance à basse conso, ça se fait assez bien. Par ailleurs, pour répondre aussi à l'autre question d'avant, sur un autre spectacle, celui avec les percuteurs là, dont je parlais tout à l'heure, on s'est déplacé sur la Biennale du son au Mans en janvier dernier. On avait une douzaine de dates et l'idée était de travailler sur un dispositif immersif avec 6 points de son. On s'est appuyé sur les retours et les caissons de basse qu'il y avait dans le lieu, et en termes de consommation électrique de l'ensemble du dispositif, lumière, vidéo et son, on était aussi en dessous d'1 kWh. C'était pas si compliqué finalement, voilà. Mais du coup, on a pris le temps de brancher nos petits wattmètres et de regarder un petit peu si ça avait du sens, parce qu'on avait envie de pas s'arrêter à un spectacle à moins d'1 kWh, mais aussi de le faire sur un plus gros, quoi. Et je connais pas toutes les expériences qu'il y a sur des plus gros trucs, mais oui, il y a moyen de faire des choses pas mal plus amples, quoi. Et par exemple, là, en lumière, comme je disais, on est passé de plusieurs kilowattheures, plusieurs milliers de wattheures à 30 wattheures pour l'ensemble de la lumière du spectacle pendant 1 heure. On a réduit l'ensemble du spectacle à 600 wattheures. Si on veut rester sous nos 1 kWh, on peut faire beaucoup de lumière en plus avec nos 400 wattheures là, tu vois, supplémentaires. Oui, enfin, il y a vraiment des trucs à faire. Ouais. Et la première question, excuse-moi. C'était sur l'autonomie du spectacle. Est-ce qu'elle repose à la fois sur des batteries et sur des personnes qui pédalent ou autres, je sais pas. Oui, alors les personnes qui pédalent, franchement, c'est assez symbolique. C'est-à-dire que en vitesse de croisière, comme ça, sans trop se fouler, mais dans l'idée de pouvoir pédaler un bon quart d'heure pour quelqu'un qui n'est pas spécialement un grand cycliste, c'est 50 watts-heure par personne. Voilà, du coup, si tu commences à envoyer un peu, tu peux piquer à 100. Vous avez peut-être vu sur internet un gars, je crois qu'il y a un Allemand, un cycliste de vitesse avec des cuisseaux énormes qui fait griller une tartine, qui donne toute l'énergie qu'il a pour faire griller sa tartine, et il arrive à pédaler pendant 3 minutes environ à 700 watts. Et du coup, voilà, c'est un recordman, quoi. C'est énorme.
du coup, dans le spectacle, on avait la volonté au début, comme on a 4 vélos qui sont l'assistance électrique qu'on a installée, on a mis des moteurs dans la roue arrière, et réversible. Quand on pédale, en fait, on peut créer du jus. Alors, soit on crée ce jus-là, on allume des choses en direct avec. Là, la petite complexité, ce qu'on voulait faire, c'était de recharger les batteries avec, qui sont des batteries lithium, parce qu'elles sont légères. Et en fait, recharger les batteries lithium avec un pédalage comme ça, c'est compliqué. Mais on a notre super stagiaire, au bout de 4 ans à bosser avec des laboratoires de recherche et tout, avec pas mal de gens. C'est un stagiaire qui est venu résoudre le machin l'hiver dernier, Tom Leclerc. Et du coup, on a décidé à l'arrivée que le pédalage des gens pendant le spectacle est un moment symbolique. Voilà. Et ça permet justement d'en parler un peu, de ce que ça représente des cuisses. En fait, les petits panneaux solaires, là, on a 2 panneaux solaires de 50 watts chacun. Un pédaleur, c'est un panneau solaire. Et donc, c'est pas impossible. On peut faire des choses en pédalant, mais c'est quand même pas beaucoup. Ok, donc du coup, ça fonctionne sur les batteries, quoi. Ouais, ça fonctionne sur les batteries qu'on recharge la journée, essentiellement avec ces petits panneaux. Voilà. Juste une question, comment vous gérez les problèmes de météo, vu que vous vous déplacez en vélo? J'imagine que les trucs que vous aviez faits sont pas tout à fait étanches, peut-être, toute cette question. Et vous jouez en extérieur? Ouais. Alors pendant les temps de transport, ça va. On a nos capes de pluie et on a des bâches pour nos remorques qui ont été cousues exprès. Donc ça va. Les intempéries sur la route, c'est pas super fun, mais ça se fait bien. Pendant le spectacle, par contre, ça craint parce qu'on a effectivement du matériel, surtout Alex et moi, du matériel qui est un peu précieux. Notre meilleur ami est devenu la météo agricole et on décide, au plus tard 3 heures avant la représentation, on décide si on replie ou si on annule. Ça nous est arrivé une seule fois d'annuler. On a eu un report, on a eu une seule vraie annulation sur une centaine de dates. Du coup, ça se fait quand même bien. Et en général, en fait, on demande aux organisateurs de la tournée locale, la tournée dans le territoire local, d'avoir une alternative. Parfois, il n'y en a pas. Et donc, c'est dans ce genre de cas qu'on a eu besoin d'annuler. J'aurais 2 questions. La première, c'est, tu parlais tout à l'heure de revoir le modèle un petit peu économique de la tournée et d'arrêter les one-shots. Je voulais savoir comment c'était accueilli, ça, par les institutions et si le public suivait aussi. Et ma deuxième question, c'était si ce modèle de spectacle, vous avez vraiment induit des contraintes artistiques. Si vous êtes posé... si c'est la technique qui a un peu conduit et dirigé l'artistique, ou si vous avez quand même gardé l'artistique et essayé, avec la technique, de répondre à votre ambition artistique. Yes. Je commence par la deuxième, du coup. J'ai envie de dire assez peu. Ça ne nous a pas énormément contraints. Alors, oui, dans le sens où, par exemple, moi, je fais du sampling en direct, comme ça, de la boucle, avec ma bouche, avec du beatbox, mais aussi avec des objets, des instruments. Et j'aurais bien eu avec moi quelques instruments supplémentaires. Mais bon, il a fallu faire des choix. Et voilà. À cet endroit-là, il a fallu user d'inventivité avec peu d'objets. J'ai un kalimba dont je me sers de 3 manières différentes, par exemple. Voilà, des trucs comme ça, y compris en tapant dessus, etc. Maintenant, ça n'a pas été... en fait, justement, on avait le désir de pouvoir rester au plus proche de notre écriture habituelle, en fait. C'était l'enjeu. Maintenant, peut-être là où ça a été le plus contraignant, c'est qu'on a passé tellement de temps sur la technique qu'on avait moins de temps, forcément, par rapport à une créa classique sur l'artistique. Mais je n'ai pas la sensation qu'on a été extrêmement... en tout cas, en termes d'écriture, pas tant, quoi. Un petit peu en termes de matériel, quelques trucs, mais c'était pas dingue. Et je pense qu'on est content des dispositifs avec lesquels on joue, quoi. On manque pas d'espace d'expression avec ces dispositifs-là. Et ta première question autour des modalités de tournée, là, et de...
Les lieux, alors en fait, les lieux et même les institutions, enfin tout le monde est super d'accord sur le fait que les séries, c'est vachement mieux que les one-shots. Maintenant, dans la pratique, c'est pas évident pour beaucoup de lieux de travailler comme ça. Déjà parce que c'est pas du tout des habitudes de travail. Il y a certains lieux qui ne programment jamais hors les murs, par exemple, et qui ne collaborent quasiment jamais avec les autres lieux de spectacle qu'il y a autour de chez eux, etc. Et du coup, ça demande un effort en termes de production qui est vachement plus important que d'habitude. Mais je crois que tout le monde y a trouvé du sens, toujours. Et si ça demande plus de temps en amont, comme je disais, 1 an et demi en gros, pour pouvoir monter une tournée de territoire, jusqu'ici, je crois que tout le monde a été à chaque fois assez... Il y a eu un enthousiasme de départ, de toute façon, de sortir un petit peu de l'habitude et tout. Et puis, là où ça rejoignait une autre question que tu posais, c'est la réception du public. En général, ça marche bien. Et on a fait certaines tournées. Je pense à la tournée dans le bassin de Grenoble. On avait 10 dates dans l'agglo. Donc c'est quand même un petit territoire, quoi. Et en fait, il y a eu du monde tout le temps, quoi. Il y a un super boulot du lieu, justement, autour des publics, qui a fait aussi un chouette travail de collaboration avec d'autres assos, d'autres entités du territoire, ce qui fait que ça amplifie un peu le truc. Donc on a eu du monde tout le temps. Il y a des territoires dans lesquels c'était vachement plus compliqué. On a fait une tournée en juin, là, du côté d'Evry. J'ai fait la première date de ma vie avec une personne dans le public. C'était hyper dur. mais voilà, il y a un enjeu de contexte, de culture du spectacle déjà dans le territoire qui était vraiment pas du tout la même, quoi. Et puis après de capacité des équipes aussi à pouvoir développer un truc hors les murs comme ça. Voilà. Moi, je suis assez persuadé que ces temps longs sur les territoires je crois que c'est vraiment là que ça se passe, quoi. Et en discutant aussi avec d'autres équipes artistiques, y compris des équipes un peu plus importantes, quoi. Il y a vraiment du travail chouette à faire qui mélange le spectacle, l'action culturelle qui va avec, les moments de résidence, enfin travailler sur un territoire sur le temps long. J'en discutais par exemple avec quelqu'un qui s'appelle Joris Mathieu, Théâtre Nouvelle Génération à Lyon, qui est en train de travailler sur sa prochaine créa. C'est 3 œuvres en fait, et ces 3 œuvres, il va les créer sur 3 ans avec, je sais plus, c'est 6 ou 7 lieux au total qui vont suivre l'ensemble des 3 œuvres. Et du coup, il y a alors il décide de réduire. Ils n'ont pas de problème de tournée, en fait, Joris Mathieu et sa compagnie, mais du coup, il décide de réduire le nombre de territoires dans lesquels il va aller bosser à un certain nombre qui vont suivre le truc d'un bout à l'autre. Et chacune des créas, il va aller les bosser dans tous ces lieux-là, avec temps de résidence, action culturelle qui va avec et tout. Et en tout cas, donc là, ils peuvent se permettre ce genre de truc avec une vision assez lointaine, parce qu'il y a 6 ou 7 coproducteurs qui se positionnent avant même qu'il y ait la moindre résidence. Maintenant... je pense que c'est vraiment des chouettes chemins d'avenir. Voilà. Est-ce que c'est scalable à l'ensemble des acteurs, des équipes artistiques? Là, il y a une vraie question, par contre, quoi. Aussi, pour une raison que j'abordais tout à l'heure, qui est on a la chance d'avoir des financements publics qui accompagnent ce genre de trucs. Et c'est en train de baisser très très fort. Déjà qu'il n'y en a pas tellement, justement, sur les questions de recherche art sciences et ce genre de trucs. Sur la création artistique, c'est aussi laborieux. Et effectivement, il y a les grosses compagnies continuent de rester en haut. Enfin, tu vois, les dinosaures des années 80 sont toujours là, hein. Et par contre, pour rentrer, c'est compliqué, quoi. C'est franchement compliqué. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Eh ben, merci à tous et à toutes pour votre attention, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et un grand merci à Martin, à Stéréolux et au JSTE.